faut que je parle de Taïwan. Parce que Taïwan, c'était juste incroyable. J'ai vu vraiment dans un rêve éveillé et il faut vraiment que je vous le partage parce que ce pays, il mérite en fait. Il mérite toutes mes éloges. Je suis partie en début février pour revenir en fin juin. Donc je suis partie un semestre pendant 5 mois et demi. Et le retour à la réalité, il m'a fait mal en fait. Parce que quand tu pars en échange, il faut que tu prépares ton échange ou ton Erasmus un an à l'avance. Mais comme c'était genre avril-mai pour partir après, genre en janvier ou février, ça laissait assez de temps. Alors que si tu veux partir un semestre en début d'année ou si tu veux partir 2 semestres, genre un an du coup, donc toute cette période-là, ça se passe directement en septembre-octobre. Donc moi, j'ai fini du coup ma L1, je pensais l'avoir terminé. J'ai postulé, mais j'ai postulé comme ça au pif. J'ai mis 3 vœux, Taïwan, et j'ai mis 2 universités aux États-Unis. Je savais que je partirais pas aux États-Unis parce que j'ai pas l'étal, tout simplement. Je change un peu l'angle. Donc, du coup, si tu décides de partir un an ou un semestre et que tu veux partir en septembre, il faut que tu t'y prennes un an à l'avance. Donc, quand tu rentres en L1, il faut directement que tu fasses tes vœux et toute la procédure pour pouvoir partir en septembre de L2. Si t'es en L2, pareil. T'as septembre, octobre, c'est souvent la période. Tu postules pour partir du coup en début de L3. Je sais que quand on est en licence LEA, on sait tous en L3 qu'on va partir à l'étranger, que ce soit pour faire un échange ou pour le stage. Du coup, quand j'ai postulé, les accords pour la Chine, ils n'étaient pas encore ouverts. C'est-à-dire que les seuls choix pour partir en Asie, donc c'était soit Taïwan, soit un autre pays à l'étranger. Et en fait, c'est pas dans le cadre d'Erasmus, vu que tu pars à l'étranger, en dehors des zones européennes. Je pensais pas que j'allais être prise parce que mes notes c'était moyen. Et tout ce qui est Erasmus, etc., échange, on entend toujours que c'est les très bons élèves qui partent, des élèves qui ont un très bon niveau d'anglais, un très bon niveau de langue. Par exemple, si tu pars en espagnol, c'est ceux qui parlent bien espagnol, etc. Parce que c'est important quand même, parce que tu vas suivre les cours dans la langue, c'est important. Mais c'est vrai que c'est très vendu comme vraiment pour les bons élèves, etc. Et moi, franchement, je pensais que vraiment, ils allaient même pas calculer mon dossier, parce que mon dossier, finalement, j'avais à peine la moyenne. Je pensais pas que j'allais partir, vraiment, je pensais pas que j'allais être choisie. Et surtout, je n'osais pas en fait, parce que les sous. Quand tu pars en échange, il faut avoir les sous. J'étais là en mode, de toute façon, j'aurais pas l'argent, etc. Mais quand même, j'ai tenté. Ce qui est important aussi, c'est la préparation. Parce que c'est trop galère et c'est trop prise de tête. C'est-à-dire que pour la démarche, quand j'ai fait mes vœux, tu fais pas tes vœux sur le tas. J'ai reçu le mail, j'ai cliqué sur le mail, j'ai lu toutes les informations et c'était long. J'ai pris connaissance des plateformes où est-ce qu'il fallait que je m'inscrive, déposer mes informations, blablabla. J'ai contacté mon prof référent. En deuxième lieu, il fallait que je constitue mon dossier. Donc pour constituer mon dossier, ils m'ont demandé mes relevés de notes, mon certificat de scolarité, ils m'ont demandé un tas de documents. Tellement ils m'ont demandé des documents, mais en fait, je me souviens plus. Et ça, c'était juste pour, genre, la première phase. Ensuite, t'as la phase où tu fais 3 vœux. Et je crois qu'à ce moment-là, il fallait déjà que je me concentre sur trouver les équivalences de mes cours. Ensuite, une fois que tu envoies ton dossier, tu attends la réponse. Entre-temps, tout l'été s'est passé, la rentrée est passée et j'avais pas de nouvelles. Genre, 0 nouvelles. Et au mois d'octobre, j'étais là en mode, mais j'ai toujours pas de retour en fait. On venait de rentrer en L2 et là ils ont commencé à annoncer que effectivement pour la L3 on pourrait partir en Chine et qu'il y aurait que 7 places. 7. Et moi à ce moment-là j'ai dit mais wesh attends, il y a que 7 places. Je me suis dit mais en fait frère je vais jamais partir. Et c'est pas grave, genre pour moi j'attendais d'abord la réponse pour savoir si je partais au deuxième semestre de L2, pour savoir si j'allais postuler ou pas du coup pour partir en Chine. Parce que du coup j'étais quand même motivée à tenter ma chance, mais j'étais en mode ça marchera jamais, il y a que 7 places. Et donc pour pouvoir postuler, il fallait absolument que je sache si j'avais été prise ou pas. Dans ma tête, c'était mort. Mais j'ai envoyé un mail, et c'est très important. Faites des relances, parce que sans ça, j'aurais jamais su qu'en fait, j'étais prise. Et quelques semaines après, j'ai reçu un mail, surprise. Vous êtes acceptée, félicitations, nanani, nanana. Donc j'ai été sélectionnée, du coup, pour être une des élèves qui allait être proposée pour les universités. Donc j'ai été prise pour mon vœu numéro 1. Et mon vœu numéro 1, c'était Taïwan. J'étais super contente, super enjaillée et je me disais, mais en fait, je suis sélectionnée, mais comment je vais m'organiser en fait? C'est comment? J'avais zéro info. Je cherchais sur YouTube et tout, des gens qui étaient partis en échange à Taïwan. J'ai lu des blogs, j'ai lu des infos, j'ai fait toutes les recherches possibles et imaginables pour savoir en fait comment ça allait se passer parce que j'avais vraiment envie de partir. Mais je savais au fond de moi, j'étais en mode, je fais ça, mais je pars pas. Voilà, j'avais ce petit truc, ce petit a priori, mais j'ai quand même tout fait, mis en œuvre pour pouvoir partir en fait. Et ça a fonctionné. Donc croyez en vous les gars. Donc une fois que j'ai été acceptée et que j'ai pris contact avec le relation internationale, ils ont mis du temps à me donner les infos.
Et moi, j'étais stressée, j'avais peur, je savais pas dans quel bateau j'allais me mener, je savais où est-ce que j'allais atterrir, où est-ce que j'allais me loger, comment j'allais faire pour survivre, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des bourses. Sauf que j'étais pas boursière. Du coup, je veux dire, j'étais pas boursière. Et comme dans ma région, en Ile-de-France, quand tu pars à l'étranger, t'as deux bourses. T'as soit la bourse Erasmus, du coup, qui est pour ceux qui partent en Erasmus, donc qui partent en Europe, et tu as la bourse l'AMI, aide à la mobilité internationale. Sauf que l'AMI, elle est disponible que si tu as un justificatif d'une bourse au moins conditionnelle. Sauf que moi, j'avais pas d'attestation de bourse conditionnelle ou définitive parce que j'étais pas boursière tout simplement. Donc là, j'ai bataillé, j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable pour essayer d'avoir une bourse. C'était chaos, c'était zéro, laisse tomber, c'était mort. Donc je savais pertinemment qu'il fallait que j'aille avec mes propres fonds. Sauf que je rappelle, j'étais en période du permis. Je travaillais, mais tout mon argent partait dans mon permis. Je savais vraiment pas comment j'allais gérer la chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mes heures. J'ai fait un maximum d'heures sup et j'ai vraiment commencé à me focus sur l'oseille et mes cours. Voilà, c'était mes seuls objectifs. À ce moment-là, quand j'étais acceptée, il fallait que j'établisse du coup un learning agreement. Learning agreement, c'est quoi? C'est en gros ton contrat pédagogique du coup à l'étranger, donc les équivalences. C'est chiant à mourir. Il fallait que je trouve du coup des équivalences qui soient Tsinghua, donc sur le site web de l'université. Sauf que le site web de l'université il est en chinois. Alors moi d'accord, j'apprends le chinois, mais on n'en est pas encore là, en fait on n'est pas encore à ce level. Et quand tu mets les traductions, c'est compliqué et tu sais même pas où chercher parce que le site web il est fait d'une différente manière qu'en France, etc. Franchement c'est prise de tête. Donc mon conseil, c'est dans ces moments-là, si vous en êtes à cette période-là où vous devez faire votre learning agreement, tout simplement, demandez aux relations internationales avec qui vous êtes en contact, qui vous donne au moins une adresse mail d'un responsable de scolarité ou de la personne qui s'occupe de ça. Comme ça va vous aider. Ça va être plus simple que de passer des heures et des heures sur des pages d'ordinateur. Je voudrais même plus entendre parler de ça tellement c'est chiant. Tu passes du temps. C'est compliqué. Franchement, c'est prise de tête. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fais tout ça, tu prépares ton learning agreement et tout. Quand tu arrives sur place, tu dois le refaire et celui que tu refais, il n'a rien à voir avec celui que tu avais proposé précédemment. Bref, c'est quand même important de faire attention. Il ne faut pas mettre n'importe quel code, n'importe quoi parce que tu en as marre. Il faut vraiment chercher un minimum le bon truc. C'est-à-dire que c'est chiant, mais c'est important. Parce que les cours que tu choisis, c'est les cours que tu es censé suivre une fois arrivé sur place. Alors c'est sûr, tu pourras les modifier, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même y penser. Il faut quand même essayer de le faire un peu sérieusement. Et une fois que vous avez fait ce learning agreement, du coup, moi, une fois que j'avais fait valider ça, il fallait que je le fasse signer par ma coordinatrice. Et du coup, celle qui s'occupait du programme Sinophone. Donc, du coup, elle m'a signé mon truc. Et une fois qu'elle m'a signé mon truc, je l'ai soumis aux relations internationales. Et là, on m'a donné encore une autre liste de paperasse. Et ça, les gars, je l'ai reçu en décembre. Décembre 2024, j'ai eu des nouvelles du coup des relations internationales de Tsinghua, donc de mon université à Taïwan, qui me donne en gros une liste de documents que je dois fournir pour officiellement valider mon inscription et obtenir en fait ma lettre d'admission. Il me fallait une assurance maladie internationale. J'ai été voir après l'international. Il y en a plein. Je pense que vous pouvez voir avec votre assurance maladie ou trouver des assurances privées, etc. Mais moi, en tout cas, je suis partie avec April International. Et pour 6 mois, j'avais payé 290, je crois. Un truc comme ça. Et c'était pour, du coup, une couverture de 5 mois. Et attention, moi, Tsinghua, il m'avait demandé une assurance maladie qui dépasse, je crois, 30 000 euros. Un truc comme ça. Donc, c'est important d'avoir une assurance maladie, les gars. Et il faut vraiment la prendre parce que si vous la prenez pas, vous validerez pas votre inscription. Donc c'est important de faire ses recherches à l'avance en fait. Mais voilà, du coup j'ai soumis, j'ai fait un contrat avec eux, etc. Comme quoi ils allaient me couvrir de telle période à telle période et ça s'est bien passé et j'ai payé en avance. Du coup, voilà. Vous pouvez payer soit en une fois, soit en mensualité. Mais moi, vu que je savais pas où est-ce que j'allais tomber, j'ai payé direct. J'ai été checker vite fait pour essayer de me rappeler. Du coup, il fallait l'application form. L'application form, c'est en gros, moi, il m'avait donné des codes avec un numéro d'identification. Et en gros, quand tu vas sur le site qui te demande là, en gros, ta page sur leur espace où tu peux déposer tes documents. Toutes les universités ne font pas ça. Voilà, il y en a qui demandent par papier ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il fallait que je dépose là-dessus. Et donc, il me fallait mon assurance, du coup, maladie là, mon certificat de scolarité, la photocopie de mon passeport, une photo, et en gros, ils avaient donné un papier d'examen médicaux à faire. Et en gros, une fois que tu as fait la vérification, ils te demandent en fait d'avoir la signature d'un docteur et le cachet de l'hôpital en fait.
C'est hyper important. Il faut s'y prendre en avance. Si tu t'y prends pas en avance, ça reste d'être compliqué. Ton learning agreement, du coup, ton study plan, là, le truc où tu marques tes cours. Et sur ce papier, normalement, ils vont te donner un papier avec une checklist à remplir. Il faut que ton bureau des relations internationales signe. Et aussi, il faut que ton prof référent signe. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation vraiment cordiale ou bien avec ton prof référent. Parce que si tu ne signes pas le papier, tu risques vraiment d'être embêté. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les deadlines. Pour déposer tous ces documents-là, tu as des deadlines. Si tu ne respectes pas, c'est tant pis pour toi. Moi, je sais que j'ai une copine qui est partie du coup cette année en L3 et qui m'a envoyé un mail du coup quand elle était dans ses démarches et tout administratives. Et en fait, il y a eu des problèmes. En France, il y a eu des vacances et les délais, généralement, c'est court. C'est des délais de 2 semaines, 3 semaines. Ça va assez vite. Parce que comme ils te préviennent vers décembre, janvier, c'est les derniers... Franchement, c'est les derniers carats. Ça va trop vite, en fait. Il faut le faire signer direct. Et elle, en fait, elle s'est retrouvée embêtée. Le bureau des relations internationales n'était pas ouvert. La prof lui avait pas signé, elle était partie en vacances. Donc, en fait, elle s'est retrouvée un peu dans le baba, quoi. Et donc, du coup, elle m'a envoyé un mail et j'ai réussi à aller voir, du coup, la responsable des relations internationales et essayer de négocier un peu pour qu'elle puisse rendre son papier plus tard. Mais il faut vraiment, vraiment rendre à l'heure, au bon moment, parce qu'ils rigolent pas, en fait. Si tu rends pas, t'es pas inscrit, c'est tant pis pour toi. Et vraiment, ils sont très rigoureux avec ça, ils rigolent pas avec ça. Parce qu'ils te donnent un délai, ils te disent, mais pourquoi tu viens nous déposer à la dernière minute? Je sais que nous, on a tendance à toujours déposer les trucs à la dernière minute. Faut pas faire ça. Vraiment, si on te demande un document et qu'on te dit t'as 3 semaines pour le déposer, dépose-le dans la première semaine si tu peux. Voilà. Et du coup, après, j'ai déposé tout ça. Ils m'ont envoyé ma lettre d'admission. Du coup, j'étais trop contente. Officiellement acceptée, etc. Admise, nan, nan, nan. Et là, je me suis retrouvée en mode... Attends, je vais vraiment partir là. Je me suis retrouvée à être dans un rush. Mais dans un rush, il faut vraiment avoir du cardio. Parce que ça va être dur, ça va pas être simple. Il va falloir demander un visa. Si tu restes plus de 3 mois, il me semble que c'est 3 mois à Taïwan. Tout dépend de ta nationalité. Mais si tu pars avec un passeport français, avec le passeport français, tu peux rester seulement 3 mois sur place. Si tu pars un semestre, c'est-à-dire 4 mois et demi, 5 mois, je te conseille quand même de faire la demande de visa. Et en vrai de vrai, selon où tu habites, la demande de visa, en vrai de vrai, ça va plutôt vite. Il faut juste avoir tous les documents. Il faut juste que ton dossier soit carré. Si ton dossier n'est pas carré, ça va mettre 30 ans. Voilà. Et puis tout simplement, ils vont te dire non. Ils vont te dire non, il va falloir revenir avec tous les documents. Parce qu'ils vont pas prendre la moitié des documents et te dire ah, il nous manque juste ça. Non, 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 non. En tout cas, à Paris, c'est pas comme ça. Et puis, les gars aussi, ça sert à rien de se déplacer. Moi, j'étais la première à me déplacer au consulat taïwanais de Paris et tout, dans le 7e, là, là, là. Ça sert à rien. Tout est en ligne. Tout était expliqué en ligne. J'ai fait l'erreur de me déplacer pour avoir toutes les infos, pour voir où est-ce que c'était, pour machin, etc. Je me suis déplacée 3 fois là-bas. 3 fois pour rien. Pour rien. Je me suis pointée, j'ai dit voilà, je pars pour un semestre, etc. Nanana. Elle m'a dit vous avez vu la page en ligne? J'ai dit non. Elle m'a montré sur son téléphone la page en ligne, elle m'a dit vous allez là, vous faites ça, ça, ça. J'ai demandé pour les bourses. Pour les bourses, c'est intéressant parce qu'ils ont accès à des choses auxquelles nous on n'a pas accès. Moi je sais que j'avais demandé une bourse à Taïwan et Taïwan m'a dit que non. Genre en mode non, juste non, pas pour toi. Et donc du coup je m'étais retournée vers les trucs Confucius, etc. Sauf que les trucs Confucius, bah c'est que Confucius. Si t'es pas dans une formation Confucius, qu'est-ce que tu vas avoir une bourse de chez nous finalement? Après du coup j'avais eu un monsieur au téléphone qui m'avait parlé et tout de certaines bourses, mais malheureusement pour moi les délais pour déposer son dossier étaient passés. Voilà. Après généralement t'as pas besoin de trop t'y prendre trop en avance. Je pense en vrai un mois, même moins. Un peu moins d'un mois et demi, ça suffit pour faire ta demande de visa parce qu'en vrai, en tout cas en Ile-de-France, c'était assez rapide. Et puis moi, je suis partie déposer les documents sur place et du coup, j'ai retiré mon visa sur place directement. Pour le visa, que je dis pas de bêtises, il me fallait ma lettre d'admission de Taïwan, il me fallait mon certificat de scolarité de Paris, mon passeport, une preuve ou une autorisation ou une attestation de bourse, comme quoi, en gros, j'allais pouvoir subvenir à mes besoins pour 600 € par mois pendant 5 mois. C'est-à-dire que comme tu pars un semestre, eh ben, il faut que tu aies de quoi te financer. Et en fait, le minimum qui sont attribués, c'était 600 € par mois. Donc, tu pouvais soit avoir une attestation de tes parents qui confirme que, en gros, ils vont te verser à hauteur de 600 € par mois tous les mois. Ou alors, il te fallait une attestation de bourse. Ou alors, il fallait un relevé de compte avec plus de 600 fois le temps que tu pars. Genre, moi, je restais 5 mois, donc c'était 600 fois 5. Et en fait, moi, je me suis retrouvée un peu dans le baba.
Et c'est pour ça aussi que ça sert à rien de s'y prendre trop en avance. Parce qu'il faut aussi le billet d'avion. Et il faut le billet aller, mais aussi le billet retour. Donc ça sert à rien de s'y prendre 1 mois et demi à l'avance si t'as pas pris ton billet d'avion. Parce que du coup, il va te manquer le billet d'avion. Ils vont te dire dossier incomplet, il va falloir que tu reviennes. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Donc à toi de voir comment tu veux gérer le truc. Et voir en fonction du temps que tu as. Et moi, en fait, le deuxième truc qui collait pas, ce qui a fait que je me suis déplacée autant de fois, c'est au niveau de l'aspect financier. Parce que je partais du coup pour 5 mois. Moi, dans ma tête, avec mes parents, on avait discuté. Ils m'ont dit, ouais, si tu pars 5 mois, faut que tu aies 1 000 € par mois. Donc, il fallait que je parte avec 5 000 €. Dans ma tête, c'est ce que je devais faire. Techniquement, c'est ce que tu dois faire. Si tu sais pas où tu vas atterrir, si tu sais pas comment tu vas te loger, etc. Mais en fait, c'était impossible. Moi, mon challenge, c'était que à partir du mois de novembre, il fallait que je me démerde pour trouver 5 000 € avant de partir. Je les ai pas trouvés. Et en fait, ce qui collait pas, c'est que quand je suis partie de faire ma demande de visa, ils m'ont demandé du coup soit une attestation parentale, soit une preuve de bourse, soit un relevé qui prouve que j'ai plus de temps. C'était 600 x 5, donc ils me demandaient d'avoir 3 000 € minimum. Comment vous dire que je n'avais pas 3 000 € sur mon compte bancaire en fait. Ce qui a fait que du coup, pendant toute la durée du mois de janvier, jusqu'à un peu avant, genre j'expliquerai, mais je ne pouvais pas faire ma demande de visa parce que j'avais pas 3 000 € sur mon compte. Alors là, il y a des magouilles qui se font, etc. Comme quoi, tu peux demander à quand tu as un virement et après tu refais le virement. Moi, les gars, je vous conseille pas. Personnellement, je vous conseille pas parce que s'ils estiment qu'il faut 3 000 €, c'est pas pour rien. Et franchement, je me suis retrouvée un peu bloquée en fait dans cette situation. Du coup, j'avais quand même mes 2 boulots. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée à devoir demander une avance, enfin j'ai demandé un acompte sur mon salaire pour pouvoir foutre ça sur mon compte pour qu'enfin en tout ça fasse 3 000 €. Et ça les gars, j'ai pu le faire qu'à partir du 15 janvier. Sauf que c'est bien marrant tout ça, mais j'avais toujours pas réglé le problème du billet d'avion. Tant que tu n'as pas ton billet d'avion aller et retour, ce qui est important parce que la date du retour en fait que tu vas prendre, c'est là où ça va définir genre en mode elle reste 5 mois. Moi, ils savaient que je restais 5 mois parce que sur mon truc d'échange, il y avait écrit de début février à fin juin. Et mon billet d'avion, la date à laquelle j'ai pris mon billet d'avion, c'était la date en gros qui définissait la fin de mon échange, donc mon retour. Donc en fait, ils ont estimé l'argent par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu prends juste un billet aller, ils vont pas savoir quand tu rentres. Sans savoir quand tu rentres, ils pourront pas en fait te donner un chiffre en fait. Et si le billet retour, tu sais pas quand est-ce que tu vas rentrer, alors moi je te conseille de le mettre au plus loin ou tu le mets au plus proche, c'est-à-dire à la fin de ton échange. Et après, tu modifieras ton billet, mais ça coûte cher aussi. Donc, faut que tu aies calculé le coût, c'est important de savoir ça à l'avance. Moi, je ne savais pas. J'ai tout appris sur le tas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais que c'est vraiment compliqué de partir. Hein, je le sais. On passe à la partie logement. Il faut savoir qu'à Taïwan, selon la fac où tu vas, en tant qu'étudiant d'échange, tu peux avoir accès à un dortoir. Avoir une chambre en résidence étudiante. Je sais pas si c'est toutes les universités de Taïwan qui sont comme ça. En fait, la mienne, c'est pas comme en France où tu vas en résidence rose, où tu vas en résidence étudiante privée. Je pense qu'il doit y en avoir. Mais c'est plus, t'as le campus universitaire et t'as les dortoirs en haut. Donc, résidence étudiante en haut. Et moi, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de sous. La solution la plus économique et pour pas aussi me prendre la tête sur comment, où est-ce que je vais vivre, etc. Et ben, j'ai demandé dès le début. Dès le début, j'ai mis que je voulais un logement. Et je vous conseille de faire pareil. C'est-à-dire que même si vous savez que vous n'allez pas vivre là-bas, ou que vous savez que vous voulez prendre un appartement, etc., on ne sait jamais parce que vous partez à l'autre bout du monde là. On ne sait pas sur quoi vous allez tomber, vous ne savez pas comment ça va se passer. Donc réservez, vous dites là dans vos papiers, vont vous demander, vous dites que vous voulez une chambre. Quitte à ce que tu fasses tes recherches d'appartement, en aparté, etc., que tu trouves quelque chose, mais au moins que tu sois sûr que tu aies quelque chose à ton arrivée. C'est trop important. Parce que c'est pas tu prends ton logement, tu arrives sur place, tu vois qu'il n'existe pas, ou tu vois qu'il est déjà loué à quelqu'un d'autre, ou qu'il y a des problèmes, et tu te retrouves dehors et tu vas devoir payer l'hôtel. Mais tu vas payer l'hôtel pendant combien de temps? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, au moins, dès le début, vous demander une chambre en résidence. Moi, pourquoi j'ai choisi ça, c'est non seulement pour l'économie, je savais pas comment ça fonctionnait pour les recherches de logement à Taïwan, etc. Et parce que j'avais pas les sous. Mais généralement, en moyenne, un loyer à Taïwan, je pense que ça va entre 200 et 500, 700. Tu peux te débrouiller, tu peux vraiment, c'est une bonne fourchette. La moyenne, je dirais que c'est 300 au mois. Après, moi personnellement, j'ai pas pris, mais le peu d'étudiants que je connais qui ont pris des logements à l'extérieur de l'université, c'était ces prix-là, en tout cas à Hsinchu, parce que j'étais pas à Taipei, j'étais pas à la capitale, j'étais à Hsinchu, petite ville sur l'ouest de la côte taïwanaise. Du coup, moi j'ai pris ça aussi parce que je voulais absolument me faire des copines en fait. Voilà, je voulais trop vivre mon échange à fond. Je savais que le meilleur truc à faire,
et bah c'est d'être en dortoir. Parce que déjà, je veux déjà apprendre les chinois. Je suis qu'avec des Taïwanaises autour de moi, ça va parler chinois toute la journée, je vais forcément progresser. Je voulais vraiment être entourée, je voulais pas être seule, parce que à partir du moment où tu décides d'habiter tout seul ou d'habiter dans ton coin, ton échange, il n'a pas le même effet que si tu vis au cœur du truc. Moi, ça, je l'ai pu le remarquer. Je vois la différence entre maintenant, là, je suis en appartement, du coup, en colocation, et genre, je vais à l'université. Alors que quand j'étais à Taïwan, je vivais à l'université, et ça n'a rien à voir. Je vous conseille, juste pour l'expérience, d'y aller. Après, il y a beaucoup de défauts à ce choix aussi. Du coup, j'ai demandé un dortoir. Mais dès que j'ai fait la procédure, etc. Donc, vous pouvez prendre, du coup, soit dortoir. Qui dit dortoir dit colocation. Obligé. En tout cas, dans ma fac, c'était obligé. Les seules chambres individuelles qu'il y avait, c'était pour les filles qui étaient en master et c'était pas autorisé pour les étudiants d'échange. Franchement, juste pour l'expérience, même si c'est juste au début, tu vas, quitte à ce que ça te plaise pas, tu changes. Après, ça a beaucoup de défauts. Donc, comme je disais, colocation. Là où j'étais à Taïwan, selon les dortoirs, parce qu'il y en avait différents, à différents endroits, mais c'était 4 par chambre, minimum. Parce que tu pouvais être 6. Je sais que c'était entre 3 et 4 par chambre. Et moi, j'ai eu une chance de ouf. Je me suis retrouvée dans une chambre de 2. Et donc, Pleng, c'était ma coloc et on partageait la même chambre. Il faut savoir que les chambres en dortoir, c'est petit. Et dans les dortoirs, il n'y a pas de cuisine. La plupart des gens, ils mangent dehors. C'est-à-dire qu'ils vont s'acheter des trucs, quitte à ce qu'ils s'achètent des trucs et manger dans la chambre. Ou alors, tout simplement, tu descends en bas de ton dortoir et il y a une espèce de cafétéria gigantesque avec en fait à chaque fois des petits spots de gens qui vendent de la nourriture différente. Donc en fait, t'es à la cafétéria, t'es toujours à la cafétéria en train de manger des trucs différents. Ou alors t'achètes au 7-Eleven, tu montes dans ta chambre, il y avait un McDo, il y avait franchement, mon campus c'était vraiment énorme. C'était vraiment immense. Donc au niveau de la bouffe, t'avais même pas besoin de te faire à manger en fait. Et on n'avait pas de cuisine, vraiment on se débrouillait et voilà. Mais c'était un mal pour un bien. Parce que moi en vrai de vrai, j'avais jamais vécu comme ça et j'ai essayé un nouveau mode de vie et franchement j'ai kiffé. Le problème c'est que tous les jours tu dépenses de l'argent. Bref, revenons à cette histoire de dortoir. Problème du coup, enfin défaut, vous êtes 2, c'est petit. Je saurais pas dire combien de mètres carrés faisait ma chambre, mais ça faisait moins de 15 mètres carrés. C'était en fait des lits un peu en forme de mezzanine et en dessous t'as le bureau avec ta chaise et t'as des rangements, t'as une échelle et t'as des rangements. Alors chacune a son placard et franchement moi j'étais contente des placards parce que dans les placards il y avait de la place. Aussi grand que celui-là, vraiment genre j'avais de la place, j'étais contente. Il y avait une clim et un ventilateur, ce qui est très important. Ce que je ne savais pas avant d'arriver sur place, c'est qu'à Taïwan, c'est humide. Je savais que c'était humide mais je savais pas que c'était à ce point-là. Et pour enlever l'humidité, la clim. Sur la clim, il y a un mode là que t'actives, etc. Et ça fait un air façon. Je sais que c'est pas écologique du tout. Mais en fait, moi je suis arrivée avec mes habitudes d'européenne, c'est-à-dire, il y a de l'humidité, j'ouvre la fenêtre, le pire truc à faire. Donc moi, du coup, j'étais dans ma petite chambre avec ma petite coloc. Voilà, on partageait la chambre, du coup, toutes les deux. Et en fait, on partageait une salle de bain. Comment expliquer ? Ma chambre, elle était là. On est 2. La salle de bain, elle est au milieu. Et à côté, il y a une autre chambre. Donc en fait, moi, j'étais dans un dortoir où finalement, si tu regardes globalement, on est 4. Mais dans les 4, il y a 2 chambres différentes et il y a une salle de bain au milieu. Mais en fait, ça fait une seule et même pièce. Je sais pas comment expliquer. Et salle de bain, c'était salle de bain en mode cabine. T'as une pièce, c'est la douche. Et l'autre pièce, c'est les toilettes. Et j'avais un petit balcon, de toute façon. C'est pas tous les dortoirs qui sont comme ça. Moi, j'avais des copines, elles étaient 4 dans la même chambre. Et genre, la salle de bain, il fallait qu'elles se déplacent, qu'elles sortent de leur chambre pour aller dans un autre endroit où il y a des douches communes. Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai eu de la chance. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir. Il y a des défauts, des qualités. Ça dépend avec qui vous tombez aussi. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée avec une fille adorable. J'ai pas eu trop de soucis, mais je connais des Françaises qui ont eu des divergences parce que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas le même délire. Si tu t'entends pas avec tes colocs, si ça se passe mal dans la chambre, c'est dommage. Après, honnêtement, n'ayez pas peur. Si franchement vous avez peur, faut pas avoir peur. Faut tester. Si ça vous plaît pas, vous bougez. Voilà. Mais moi, en tout cas, niveau sous, c'était la solution la plus économique. Ça me plaisait bien parce que du coup j'allais me faire des copines rapidement et au final c'est ce qui est arrivé. En fait je suis arrivée sur place, je me suis fait plein d'amis. J'étais en plein centre du campus, c'est à dire que dès qu'il y avait un truc en fait j'avais juste à descendre mes petits escaliers, marcher un peu, j'étais sur place. J'étais vraiment au centre de tout pour aller en cours. Majestueux. Il y avait des bus qui faisaient le campus parce que le campus de Tsinghua il est énorme, il y a 4 lacs là-bas, je sais pas combien de bâtiments. Les gens là-bas ils se déplacent en scooter et en voiture, en bus. Franchement les bus ils sont gratuits. Il n'y a pas besoin de carte étudiante, t'as pas besoin de machin, juste tu montes dans le bus et puis à toi de savoir est-ce que tu descends. Mais juste d'être au cœur du truc, vraiment, pépite. J'ai payé pour la totalité du semestre 500 euros. Pour 5 mois, j'ai payé 500 euros.
incroyable. Pour s'inscrire, c'est simple. J'ai juste signé sur mon papier, dit que je voulais un logement. Il m'avait préparé mon truc. Juste après, une fois que tu es sur place, tu as des démarches à faire. Mais j'avais mon logement attribué en fait. Et j'ai pas eu besoin de me prendre la tête à faire des recherches, des ci, des ça. Ça dépend encore une fois des universités, de leur fonctionnement. Mais moi, j'ai pas eu à me prendre la tête. J'ai juste coché que je voulais un logement, coché que je voulais un logement, coché que je voulais une chambre. Je suis arrivée, c'était carré. J'avais juste à chercher mes clés, chercher ma carte, etc. Et c'était bon. Voilà. Je conseille. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je connais des filles qui sont arrivées dans des trucs, c'était moins bien. Et si tu te sens pas de le faire, et ben c'est simple. Je dis que finalement tu renonces à ton logement, tu fais la démarche, et tu vas habiter ailleurs. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je me suis débrouillée et je dis merci. Je suis partie avec 3 000 euros qui étaient bien loin des 5 000 euros de budget que je m'étais fixé. Hein. Et je pensais que vraiment ils allaient me servir juste à payer le loyer. En fait, moi je suis partie avec une mentale de je pars. Dans tous les cas, je pars. Si je dois revenir en France, et ben je reviendrai. Si j'ai plus de sous, et ben je reviendrai. Franchement, je suis partie avec le risque de trucs. Et en fait, j'ai eu une super surprise. Franchement, j'ai eu des super surprises sur les prix parce que je savais pas que Taïwan, les prix ils étaient beaucoup moins chers qu'en France en fait. Et la valeur des choses sont beaucoup moins chères qu'en France. Une chambre étudiante, tu t'en sors facile pour 200 et quelques euros, 300 euros. En France, bon courage maintenant pour trouver des chambres à 300 euros. Bref, vraiment, j'ai passé 5 mois incroyable. Mais vraiment incroyable. Après, il n'y a pas de restriction. Ça marche avec des cartes. Donc, quand tu arrives le premier jour, il faut que tu ailles dans un bureau, donc dans le bureau dédié à ta résidence. Tu donnes ton numéro d'étudiant et après ils m'ont donné mes clés et en fait ils m'ont donné une carte temporaire et en fait cette carte temporaire elle te permet d'ouvrir du coup la porte qui donne accès à la résidence. Cette carte tu la gardes pendant 1 semaine. Elle est censée ne plus marcher quand tu as ta propre carte étudiante et qu'elle est opérationnelle parce qu'avec ta carte étudiante, en tout cas celle que j'avais à Taïwan, elle me permettait du coup d'ouvrir la porte de mon dortoir. Tu fais ça, tu récupères tes clés, tu t'installes chez toi. Moi, pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard, j'ai pas pu m'installer tout de suite, mais j'ai quand même été voir, j'ai quand même ouvert la porte de ma chambre, voir où c'était, comment ça se passait, etc., etc. Et ensuite, tu payes quand tu veux. Ils te donnent un délai, je crois que c'était 1 semaine ou 2 semaines. Et en fait, tu vois, quand tu veux, tu payes. J'ai payé du coup mes 500 euros. Et après, tu as autre chose à payer, c'est une carte de recharge. Et c'est la carte pour l'électricité. Et l'électricité, ça coûte pas cher, ça coûte trop pas cher. Cette carte d'électricité, en fait, elle va te permettre tout simplement l'électricité chez toi, comme à l'hôtel. Tu mets la carte et il y a toute l'électricité chez toi. Sauf qu'en fait, cette carte, je crois qu'il fallait que je mette 250 dollars taïwanais dessus. L'équivalent, c'est 6 euros. 6-7 euros. Et en fait, avec 6-7 euros, moi, je crois qu'avec Pleng et moi, on avait du coup chacune nos cartes. Je sais pas combien de mois ça a tenu. Ça a tenu pendant des mois. Hein, parce que j'étais choquée que la carte elle tienne autant de temps. Faut savoir qu'à Taïwan, il fait chaud. Il fait chaud, mais ça va. Moi, pour moi, en tout cas, ça allait. Mais selon la période où tu vas, il fait chaud. Et partout où tu vas à l'intérieur, il y aura la clim à fond. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la clim. Dès que tu rentres dans un endroit, il y a la clim. Moi, je suis pas trop dans l'apologie de la clim. Je suis pas trop dans ce délire-là. Ça veut dire que dans ma chambre, j'allumais la clim le soir ou vraiment quand il faisait vraiment chaud. À partir du moment où on a commencé à vraiment allumer la clim, je dirais qu'on était au mois de mai. Et franchement, je vous dis, la carte, elle a vraiment tenu vraiment bien 2-3 mois. Donc vraiment, au niveau de l'électricité, j'étais choquée. Pas de prise de tête. J'ai payé mes 250 dollars taïwanais en plus de la carte. Et franchement, parfait, carré. Pour l'eau, donc il y a un bouillon d'eau chaude. Ça marche avec un genre de pile. Un jour comme ça, il n'y avait plus d'eau chaude. Ça marchait plus. On a dit, ouais, je sais comment. Je suis partie sur le monsieur de la résidence. Et le monsieur de la résidence, il a dit, tiens, je te passe une nouvelle pile. Et il m'a passé une pile comme ça. Une grosse pile là. J'ai dit, mais wesh. J'ai changé la pile, etc. Et après, ça a remarché et voilà. Ensuite, cette carte, je l'utilise pour payer du coup l'électricité de ta chambre, mais aussi pour d'autres appareils. Dans la chambre, il n'y a pas de cuisine. Donc, il y a quand même des espaces dans chaque dortoir, des espaces communs. Il y a des canapés, des tables, des machins. Selon ton dortoir, tu as un salon, tu as une télé, tu as des canapés, tu as des chaises. Il y en a, ils ont rien. Moi, j'avais juste une table et des chaises. Les dortoirs d'à côté, ils avaient un espèce de salon canapé avec télé. Un autre dortoir, ils avaient carrément une vraie cuisine avec des fours micro-ondes, des je sais pas quoi. Bref, voilà. Et en fait, tu peux utiliser ces dortoirs-là, faire ces pièces communes en fonction de ce dont tu as besoin. Il y avait un dortoir où il y avait genre une salle avec plein de fours micro-ondes et des frigos. Pour les frigos, il faut que tu fasses une demande. Moi, par exemple, j'ai pas demandé de frigo, mais je sais que tu peux avoir accès à un frigo dans ta chambre. Mes colocs, celles de l'autre chambre, elles avaient un frigo dans la chambre. Et en fait, ce frigo-là, elles l'ont fait demander
Et elles ont du coup payé, je sais pas combien elles ont payé, je me suis pas renseignée en vrai. Si tu veux utiliser par exemple les frigos qui sont dans les parties communes, il faut aussi que tu fasses une demande d'autorisation. Tu peux pas juste mettre ton truc comme ça et voilà, parce qu'ils vérifient. Et quand tu utilises par exemple un four micro-ondes, t'as pas besoin de demander d'autorisation, mais il faut que tu prennes ta carte d'électricité et tu mets ta carte dans l'espace dédié pour pouvoir allumer le four micro-ondes. Sinon le four micro-ondes il marchera pas. Pour les machines à laver, c'était pas du tout ça. Nous, pour les machines à laver, t'en as dans chaque dortoir. Là aussi, ça dépend de là où tu tombes. Moi, il y avait 2 machines à laver. Et en fait, dans le dortoir d'à côté, il y avait une machine à laver et un sèche-linge. Tu peux aller faire ton linge là-bas, ou alors tu fais ta machine là-bas. Quand ta machine dans ton dortoir elle est finie, tu vas sécher là-bas. Moi, c'est ce que je faisais. Ou alors, il y a des espaces aussi en laverie, du coup, dans chaque dortoir, où tu peux étendre ton linge. Il y a des cordes à linge, il y a des cintres. Les filles, moi, c'est ça qui me choquait, c'est qu'elles prenaient leurs t-shirts, leurs jupes, leurs trucs, et en fait, elles mettaient sur des cintres. Et les cintres, elles les accrochaient aux chaînes. Du coup, elles faisaient étendre leur linge comme ça. Et moi, je connaissais pas ce système et j'avais peur. J'étais en mode ouais, je m'attends et tout, si on me vole mes affaires, etc. Les Taïwanais, ils sont pas dans ce délire-là. C'est pas tu laisses un truc traîner. C'est-à-dire que tu mets un truc, un t-shirt à sécher, tu le laisses pendant 4 jours. Pendant 4 jours, le t-shirt, il va être là. Personne va y toucher. Les gens ne volent pas là-bas. Après, ça dépend d'où tu tombes aussi. On sait jamais. Le problème qu'il y a à Taïwan, c'est que vraiment, tu peux pas faire vraiment sécher ton linge dans la chambre. Parce que dans la chambre, il y a trop d'humidité. Si tu veux sécher un truc dans ta chambre, il faut que tu actives le ventilateur ou la clim. Sinon, ça séchera pas. Ce sera tout le temps humide et l'humidité, ça laisse de l'odeur en fait. L'humidité, c'est pas des lol. L'humidité, elle est là pour de vrai. Elle est là pour tes vêtements de lit, genre ton linge de lit. Moi, je me souviens que des fois, j'avais l'impression que la couverture que je mettais sur moi, elle était mouillée, tellement il y avait d'humidité. Les livres, ils s'écorchent. Mon passeport, moi, je le laissais tout le temps dans ma chambre. Quand je le touchais, il avait... Comme s'il y avait quelque chose qui avait coulé dessus, comme s'il était mouillé. Voilà. Genre ensuite, ouais, voilà, niveau bouffe. Il faut savoir qu'en fonction des cultures, c'est pas le même délire. Les Taïwanais, ils mangent à 17h le repas du soir. À 17h, ils sont à table dîner. Au début, je mangeais tard. Je mangeais vers 22h, 23h. Quand je me suis rendu compte que tout était fermé, je me suis dit, je vais venir plus tôt. 19h, 20h, tout était fermé. Faut le savoir, les Taïwanais mangent tout. Les seuls trucs qui avaient ouvert, c'était les 7-Eleven et les McDo. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai mangé McDo, mais faut pas se laisser berner, faut pas aller dans ce piège-là. 19h30, tout le monde ferme. Voilà, s'il y a encore des trucs ouverts, c'est que vas-y, reste ouvert plus longtemps, etc. Mais 19h30, en tout cas sur mon campus, tout fermait. Du coup, il fallait être à l'affût. Il fallait y penser, voilà, aller chercher sa bouffe, etc. Le problème, c'est qu'on a tendance, nous, à se diriger direct vers les 7-Eleven ou les Family Mart. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Parce que certes, c'est pas mal, c'est bien et tout, tu as accès quand tu veux, nanani, nanana, mais c'est pas de la bonne bouffe. Et moi, je suis rentrée dans un truc au début où j'avais l'habitude d'aller chercher mes petites pâtes ou mes petites nouilles ou mes petites machins à mon 7-Eleven parce qu'il était à côté. Mais en fait, je mangeais pas bien. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est pour ça aussi qu'il faut être en dortoir, d'avoir des copines qui me disaient ouais, ce soir, on se rejoint, on va manger à tel endroit, à tel endroit. Donc, la fac, elle est hyper bien placée parce qu'il y a que des trucs à bouffer tout autour et pour pas cher. T'as des restaurants chinois, des restaurants japonais, t'as des Popeyes, t'as des KFC, franchement, t'as tout. Mais il faut essayer de manger des trucs un peu traditionnels, un peu taïwanais, etc. Il faut vraiment pas rester que sur le campus. Ou si tu restes sur le campus, vraiment, essaye de faire l'effort d'essayer des stands vraiment traditionnels. Parce qu'à partir du moment où tu commences à aller tous les jours au 7-Eleven pour acheter ton truc, tu vas commencer à avoir une habitude et tu vas tout le temps acheter la même chose. Tu sais, quand t'es en étudiant d'échange, on a un petit budget et tout. On cherche un peu le moins cher, etc. Mais je me suis rendu compte que manger des fois, parfois dehors ou dans des trucs traditionnels, ça me coûtait moins cher que tout ce que je prenais au 7-Eleven ou au McDo. Voilà. Le McDo, faut savoir qu'il coûte 10 fois moins cher qu'en France. C'est pas du tout les mêmes prix. Mais il n'y a pas tout à fait la même gamme de choix. En tout cas, moi, j'étais dans le McDo universitaire. Le McDo universitaire, pourquoi? Parce que il était en plein centre, en fait. L'université et tous les commerces qu'il y avait autour, etc. C'était que des trucs en lien avec l'université. Mais à force, frère, tu peux pas manger que du McDo tout le temps. Faut vraiment se forcer à essayer de sortir. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des copains, des copines, des potes vraiment qui sont natifs, qui viennent de là, ou qui sont chinois, ou ce que tu veux, mais vraiment parce qu'ils m'ont fait découvrir des trucs que j'aurais jamais su si je vivais pas, enfin si j'avais pas été avec eux en fait. Voilà, et très vite, en vrai, à force de manger du Subway, du McDo, du 7-Eleven, très vite t'es lassé de la bouffe, alors qu'il y a des trucs de fou. Moi, à aucun moment, j'ai été lassée de la bouffe taïwanaise. La bouffe taïwanaise, c'est tellement bon. Bon, c'est beaucoup de nouilles, c'est beaucoup de riz, c'est vrai. Mais il y a tellement des variétés et des goûts différents, les gars, que je suis désolée. Franchement, la bouffe taïwanaise, elle a rien à envier à la bouffe française. C'est sûr, il y a des trucs qui sont moins bons que d'autres, etc. Ceux qui ont vraiment mangé, ils savent.
Vous pouvez vraiment, vraiment bien manger à Taïwan et pour pas cher. Après, on est un peu chacun comme on veut. Moi, des fois, j'en avais marre de manger dehors. J'ai acheté mon truc et je me posais chez moi et voilà, je mangeais chez moi dans ma chambre. Mais franchement, des fois, ça valait plus le coup de bouffer dehors que dedans. Voilà. Ensuite, une fois que moi j'ai fini tout ce qui était inscription, dépôt des documents, nanana. Un autre point important, c'est les examens médicaux. C'est pas compliqué. On dirait que c'est compliqué, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on va vous demander un examen de vos poumons pour savoir si vous avez la tuberculose ou pas. Donc pour ça, tu prends rendez-vous chez le docteur. Ça, par contre, il faut vraiment s'y prendre en avance. Du coup, j'ai pris mon rendez-vous chez le docteur. Et la docteure, en fait, elle m'a expliqué les procédures que je devais faire, là où je devais aller, les examens, nanana. Et du coup, elle m'a fait les ordonnances. Donc une fois que tu as tes ordonnances, tu prends rendez-vous à l'hôpital. Du coup, c'était une radio des poumons qu'il fallait que je fasse. Je crois que j'ai payé 25 €. Ils vous demandent la radio de votre thorax et un bilan complet. Bilan complet de vos vaccins. Et si tu n'as pas tous tes vaccins qui sont complets, bah, il va falloir que tu les fasses. Une fois que tu as fait ta vérification et que ton docteur il valide tout, il te signe une fois. Et il te faut du coup la signature d'un hôpital. Et après, tu envoies tes documents complets. Et une fois que tout est carré, il faut que tu signes un papier qu'ils vont t'envoyer, comme quoi t'es pas enceinte, comme quoi t'as pas tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Tu signes ça et tu envoies tout. Il faut vraiment envoyer dans les temps parce que la deadline elle est courte et que le temps il passe très vite et que t'es déjà stressé à ce moment-là. Si vous savez qu'il y a des vaccins que vous avez pas fait, etc., vous n'êtes pas obligé. Pour Taïwan, t'as pas besoin de faire des vaccins. Ils vont te conseiller de faire des vaccins si tu pars au Japon, au Vietnam ou machin, par rapport à la bouffe, par rapport à machin, etc. À Taïwan, il n'y a pas de problème concernant la bouffe, concernant ci, concernant ça. Je tiens à préciser que à Taïwan, l'eau, elle est potable. Moi, au début, je pensais qu'elle était pas potable. Je me la tuais à la bouteille. Dès que j'avais pas de bouteille d'eau, j'étais en panique. Jusqu'au jour où, pour X ou Y raison, je sais plus, je me suis retrouvée à boire l'eau de là-bas, l'eau du robinet ou je sais plus quoi. L'eau, faut pas boire l'eau du robinet. Hein. L'eau du robinet, c'est pas bon. L'eau, elle est potable. Vous avez des machines à eau, etc. Vous pouvez boire. Moi, au début, je pensais que je pouvais pas. Je peux. Voilà. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que le stress il est parti, une fois que tu as pris ton billet d'avion, parce que billet d'avion aussi c'est une galère. Hein. J'ai réussi à trouver un billet à 800 € aller-retour avec 2 bagages. Je suis arrivée à Taïwan, 0 bagage. 0. Je vous le dis tout de suite, si vous cliquez sur cette vidéo et qu'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo, prenez vos bagages en photo avant de partir. Prenez vos bagages en photo avant de partir. C'est trop important. On m'a jamais dit de faire ça. Moi, je l'ai fait. J'ai pris en photo parce que j'étais en mode je pars en voyage, nanana, petit vlog, petit machin. J'ai filmé comme ça mes valises histoire de. Prenez une photo de votre bagage cabine, de vos grosses valises. Mettez des étiquettes avec votre nom et mettez des cadenas. Voilà. Ne faites pas comme moi. Encore, moi, j'avais pris des photos. Mais je me suis retrouvée arrivée à Taïwan, pas de valise. Je vous raconte même pas le stress que j'ai eu avant de partir parce que c'était trop. Un jour peut-être je ferai une vidéo sur ça, mais j'ai pas envie de m'étaler sur ça parce que ça s'est bien fini au final. J'ai pas récupéré mes bagages tout de suite. Ça, il faut le prendre en compte quand tu prends un billet avec escale, ça peut t'arriver. Donc, deuxième point important, prenez une assurance bagage. Il faut toujours prendre une assurance bagage. On est pauvre, mais c'est trop important. Tu pars à l'autre bout du monde, tu prends une assurance pour tes bagages, s'il te plaît. Parce que quand tu vas recevoir tes bagages et que tu vas voir que ton ordinateur qui était à l'intérieur de ta valise est cassé et que tu vas te retrouver dans la mouise, tu seras tout seul. Ça va pas arriver. Mais prenez une assurance bagage. Une vraie assurance bagage. Pas une assurance qui vous dit que mais si vous arrive ça, c'est votre problème. Non, payez une assurance bagage. Parce que tu pars à l'autre bout du monde et tu pars pour 5-6 mois. T'as besoin de ta valise. T'as besoin de tes valises. T'as besoin de des affaires en bon état en fait. J'arrive à Taïwan, j'ai pas de bagages, j'ai que mon sac à dos. Mais dans mon sac à dos, il y avait quoi? Il y avait une bouteille d'eau, je sais pas quoi. J'avais rien du tout. Il y avait juste mes papiers et tout. J'arrive à Taipei, j'ai dû prendre une chambre d'hôtel à Taipei et je suis pas directement allée à mon université. Mais par contre, la chambre d'hôtel, 3 nuits, c'était pas prévu. L'argent que j'ai dépensé à l'arrivée, c'était pas prévu. Mais c'est de l'argent qu'on m'a remboursé. Tout l'assurance. Donc j'arrive à mon hôtel, j'explique ma situation. Et en fait, quand tu arrives à l'aéroport et que tu perds tes bagages, tu fais ta déclaration auprès de China Airlines. Et d'où l'importance des photos, c'est qu'au monsieur, je lui ai montré, je lui ai envoyé sur son WhatsApp la photo de mes bagages. C'est-à-dire que quand il a reçu mes bagages, direct, ils m'ont contacté pour me dire que c'est bon, vos bagages ils sont arrivés, on va vous les envoyer. En fait, c'est hyper important de pouvoir montrer que ouais, mes bagages étaient comme ça. Parce que moi, mes bagages sont arrivés cassés. Ma valise cabine, elle avait plus de roues, il en restait 2. Les autres, elles avaient eu des pètes de partout, alors que c'était des valises neuves. Mais le fait que j'ai les photos à l'appui et le fait que j'ai montré au monsieur lors de ma déclaration, ça a fait qu'ils l'ont vraiment pris en compte et que du coup, ils étaient en mode, on peut pas l'embrouiller.
Parce que vraiment, j'avais les preuves à l'appui, j'attendais que ça, etc. Et du coup, 3 jours après, parce que toujours, je les appelais, toujours, j'étais en mode, quand est-ce que je reçois mes bagages? Ils me disaient, ouais, vos bagages, ils vont arriver, vos bagages, ils vont arriver, vos bagages, ils vont arriver. Dites-vous que j'aurais pu attendre comme ça pendant une semaine. J'ai eu de la chance, ils sont arrivés 3 jours après. Du coup, il fallait que je fasse une autre déclaration pour dire que mes bagages sont arrivés, cassés, nanani. Cette histoire, ça m'a pris pendant des semaines. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à faire les déclarations de retard de bagages et de casse. Et en fait, d'où l'importance d'avoir une assurance, c'est que KLM, moi je suis partie avec KLM et après China Airlines. KLM, ils m'ont envoyé 40 euros. Et China Airlines, ils m'ont dit, ouais, on va pas vous envoyer d'argent, clairement. Par contre, on va vous dédommager, on va vous donner 2 bagages, etc. Et d'où l'histoire de m'envoyer 2 énormes valises à l'université dans ma résidence. Important, j'avais une assurance du coup moi auprès de ma banque. Donc du coup j'ai reçu les 40 euros de KLM, les valises de China Airlines et avec ma banque où j'avais pris tous les tickets en photo et tous les paiements je les avais effectués en carte et j'avais demandé la facture pour tous les achats que j'ai fait en arrivant. Mais du coup la banque elle m'a dépensé à hauteur de ce que j'avais dépensé en fait. Et du coup j'ai été remboursée. Et c'est avec cet argent-là que je suis partie au Vietnam. Bref. C'est des choses à prendre en compte. Quand vous allez arriver sur place, vous allez dépenser de l'argent. Et vous allez peut-être même en perdre plus que ce que vous avez prévu. Donc il faut se préparer quand même une petite enveloppe en dehors du budget pour ce genre de situation en fait. Parce que ces situations, ça prévient pas et pourtant ça fait partie du voyage. Voilà, une fois que tout est dans le bon, c'est là que ça commence pour de vrai. Faut pas du tout avoir peur de se sentir seul ou quoi, parce que dès que t'arrives, tu te fais plein de potes. Même si tu parles pas bien anglais, moi je sais qu'au début je parlais pas bien anglais, j'avais peur de mon anglais. Tout le monde tisse des liens avec tout le monde, ça va vite, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que ouais, une fois tu vas aller à tel événement, tu vas croiser des gens. La deuxième fois, tu vas venir à tel événement, tu vas croiser des gens. C'est que ces gens-là, en fait, tu vas garder contact et en fait, ça va devenir tes potes. C'est important cette période-là parce que une fois que les cours ils commencent, chacun va faire sa vie parce qu'on n'oublie pas, on est quand même à la fac, on est quand même à l'université. C'est un délire, mais c'est un délire partout dans le monde. À partir du moment où les cours ils commencent, c'est comme si chacun allait faire sa vie. Il y a des gens que tu voyais tous les jours, à partir du moment où les cours ils commencent, tu les vois plus. Et c'est pareil pour toi, tu vas être occupé. Tu auras un peu ta routine, tu auras un peu ton style, ton truc machin. Tu n'auras peut-être pas forcément le même temps que tu avais avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter avant le début des cours pour tisser des liens, pour essayer de se rapprocher des étudiants, d'échanger, etc. Parce que quand tu vas aller en cours, tu ne seras pas forcément en cours avec eux. Voilà. Donc voilà, vraiment tout ce qui est relation avec des potes internationaux et tout, c'est vraiment cette période-là. Et en fait, ça va très vite. Un semestre passe très vite. Moi, je vous conseille de partir un an parce que c'est passé à une vitesse. À peine je suis arrivée que c'était déjà l'heure de rentrer. J'ai eu de la chance, après je suis repartie, mais c'est passé à une vitesse folle. Et genre, c'est vraiment une école de la vie aussi parce que t'apprends à te gérer à l'étranger. Et en fait, t'as moins de responsabilités, donc t'es plus libre de tes mouvements, t'es plus libre de faire ce que tu veux, tu apprends beaucoup de choses. C'est vraiment super. Il va falloir ensuite, à la rentrée, que tu gères ton learning agreement. Il va falloir que tu le refasses. Parce que tu vas voir que soit les cours ne correspondent pas, soit les profs ne t'auront pas accepté. Parce qu'à Taïwan, c'est comme ça. Les profs doivent t'accepter dans le cours. Parce que des fois, les cours, ils sont trop remplis. Les cours, il y a trop d'élèves, donc ils te disent ah, il y a un quota. Toi, tu rentres pas dans le quota. C'est trop tard pour toi, en fait. Donc là, tu dois trouver un autre cours, etc. Tu vas devoir refaire ton learning agreement. Des fois, il y a des cours qui vont se chevaucher. Tu auras des cours à la même heure, des machins. Ne te prends pas la tête. Et franchement, tout ce qu'on te demande là, on va te demander une attestation d'arrivée, fais-le rapidement. Parce que plus tu prends du temps à le faire, si tu dois recevoir une bourse derrière, tu la recevras longtemps après en fait. Tout ce qui est documentation administrative, ça va être chiant et prise de tête. Mais fais-le. Une fois que c'est fait, après c'est fini. Je ne vous parlerai pas de comment j'ai géré mon budget à Taïwan parce que je ne l'ai pas géré. J'ai appris que j'étais incapable de le faire parce que j'ai respecté aucun des budgets prévus. Je ne vais pas vous aider sur ça les gars. Je ne suis pas un bon exemple. Après, si vous partez à Taïwan, vous devez absolument faire un voyage. Mais quand je dis un voyage, c'est pas forcément en dehors de Taïwan. Taïwan, c'est incroyable. C'est une île magnifique. Il faut aller visiter cette île. Elle est incroyable. Il y a des endroits fameux. Le Sun Moon Lake, incroyable. Tainan, incroyable. Hualien, incroyable. Vraiment, les gars, vous devez aller visiter. Vous devez sortir de la ville où vous êtes. Si vous êtes à Taipei, sortez de Taipei. Quitte à ce que ce soit un petit week-end, un petit truc. Vous êtes étudiant d'échange. Vous allez faire la fête. Vous allez visiter des trucs, sortez. Sortez parce que ce sera l'une des seules fois où vous aurez autant de temps. Les profs, ils sont sympas. Tu peux faire des négociations, tu peux parler avec eux pour qu'ils te laissent un petit peu de temps, pour que tu puisses t'organiser un voyage sur quelques jours. De toute façon, les Français, vous allez trouver des Français partout. Et les Français, ils voyagent. Donc, tu vas forcément être pote avec quelqu'un qui va vouloir t'incruster dans un voyage et tout, et ça va se faire. Le truc, c'est qu'il faut juste savoir se gérer. Parce que le problème, c'est que
Ah d'accord, on va à Tokyo, on va faire ça à tel endroit, on va aux Philippines à tel mois, on va faire ci, on va faire ça. Ça prend beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, c'est ton dos, tant mieux. Mais si tu dois te gérer, gère-toi correctement, fais pas comme moi. Un autre point, c'est les transports en commun. Quand je suis arrivée à Taïwan, du coup, et que je suis arrivée sans bagage, j'ai décidé de prendre le bus en partant de l'aéroport. Faut savoir que si tu vas à Tsinghua, à Hsinchu, il y a un bus, le bus, je sais plus combien. Je sais plus si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire et je vous le mettrai. Un bus qui fait directement l'aéroport jusqu'à l'université. Sinon, si tu dois aller à Taipei, parce que l'aéroport il est à Taoyuan, et ben, il va falloir que tu prennes le MRT, il va falloir que tu prennes le train, il va falloir que tu prennes différentes lignes, etc. Et donc tout simplement, au premier lieu, il va falloir que tu payes un ticket. Et après, une fois que tu vas arriver dans une gare, il va falloir que tu achètes une carte. Si je l'ai, ce serait vraiment génial. Ouais, je l'ai. Ça, c'était ma carte de bus. Elle se présentait comme ça. C'est ce qu'on appelle une Easy Card. Et en fait, ces cartes-là, c'est des cartes que tu recharges. Tu mets des sous dessus et tu peux prendre les transports. Les premiers jours que j'ai fait à Taipei, du coup, j'ai fait avec ça. Et pour les bus, c'est pareil. Vous prenez votre petite carte et tac. Et en fait, des fois, vous avez des bornes de rechargement. Vous rechargez du coup cette partie en fonction de l'argent que vous mettez et vous payez avec. Vous avez ça et vous avez aussi la possibilité de payer avec. C'est pas partout. Je pense pas que vous pouvez payer partout avec, mais vous pouvez aller dans les 7-Eleven, payer de la bouffe avec ça. Vous pouvez aller dans des restaurants et vous payez avec ça. Vraiment, c'est vraiment super cette carte. Pourquoi c'est super? Parce que si vous n'avez pas une carte internationale ou si vous avez des taxes prélevées sur votre carte quand vous payez, comme moi, vous retirez des sous et vous foutez tout là-dedans. Par contre, faut pas la perdre. Voilà. Après, c'est moi qui choisis cette carte. Généralement, il y a plein de dessins. Moi, j'ai choisi ça parce que c'était mignon. Après, à Tsinghua, je sais pas si toutes les universités là-bas, quand vous allez recevoir votre carte étudiante, donc moi, ma carte étudiante, elle me servait à ouvrir la porte de chez moi, genre, et elle me servait aussi pour payer. Pareil, je pouvais mettre des sous. C'est-à-dire que quand je devais prendre le bus, si j'avais pas cette carte, ben, j'utilisais ma carte étudiante. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter celle-là, vous pouvez attendre d'arriver à votre université, ils vous donnent votre carte étudiante et peut-être qu'avec cette carte étudiante, vous pourrez payer des trucs. Le seul bémol, c'est qu'une Easy Card comme ça, en carte étudiante, vous pouvez pas les recharger aux bornes ou à l'intérieur de l'aéroport ou quoi. Vous serez obligé d'aller dans un 7-Eleven ou dans un Family Mart pour faire recharger la carte. Donc à partir du moment où vous avez votre carte étudiante, ne la perdez pas. Avec la carte étudiante, je l'ai pas avec moi là, c'est dommage. Vous pouvez avoir des réductions. Par exemple, quand vous devez aller à l'aéroport, vous demandez au guichet, je pense que vous pouvez avoir des réductions. Voilà pour les transports. Après, qu'est-ce que je pouvais raconter de plus? Les cours, c'est pareil qu'en France un peu. Tu vas dans ta salle, faut la trouver. Bon courage. Tu vas en cours, et puis le prof il parle, et toi t'es assis, et t'écoutes. Et généralement, ça dépend des cours. Des fois, vous avez des cours de 2 à 4 heures d'affilée. Et il y a des pauses. Généralement, je crois que c'est une pause toutes les 1 heure. T'as 10 minutes de pause, le prof il te laisse aller faire ta pause, et puis voilà. Après, c'est comme en France en vrai. C'est pour ça que j'ai pas été trop dépaysée, parce que c'est un peu le même délire. Voilà, prenez des cours de chinois. Au début, ça va être dur, hein. Faut savoir ce que c'est le chinois, mais je vous conseille de prendre des cours de chinois. Comme ça, vous allez pouvoir pratiquer un peu quand vous allez commander des trucs à manger, etc. Parce que les Taïwanais parlent pas anglais, et encore moins français. Après, ils sont très gentils, très timides. En cours, moi, ça se passait super bien. Ils sont un peu timides, très peu vont venir vers vous. Mais j'ai déjà des filles qui sont venues vers moi et qui, le premier jour, m'ont donné des trucs à manger, genre des gâteaux, des chocolats, des trucs comme ça. J'étais en mode, on se connaît même pas. Et tout, on connaît même pas, et tout, on me donne des trucs. On me dit en gros, bienvenue. Et quand je suis partie, ben, ils avaient. Ouais, je pense pas que c'était vraiment triste, mais il y en a plein qui m'ont demandé le contact au dernier moment, alors que des fois, on s'était jamais parlé, en fait. Voilà. Ils sont un peu timides. Si tu veux te faire des potes vraiment de cours, il va falloir que tu fasses le premier pas. Après, ça va bien se passer parce qu'ils sont trop gentils, ils sont trop mignons. Même les profs, ils sont adorables. Franchement, je retiens que du positif de Taïwan finalement. Pour les voyages, au niveau des passeports, je sais qu'il y en a qui prennent entrée simple. Les visas entrée simple, c'est-à-dire que tu rentres une fois sur le territoire et tu ressors une seule fois. Et quand tu ressors, ton visa est expiré. Moi, j'ai fait ça. J'avais un visa entrée unique. Et en fait, je suis partie du coup au Vietnam. Et du coup, mon visa, après, il avait expiré, quoi. Mais du coup, ce qui était bien, c'est qu'avec le passeport français, tu peux rester 3 mois. Donc moi, j'avais calculé ce que j'allais faire ce voyage-là. Et en fait, j'ai fait mon voyage en mai et je partais en juin. Voilà. Juste ce qui est important à retenir, c'est que quand vous allez revenir, au retour, on va vous demander votre billet retour. Et même à l'aller, en vrai, je pense. Donc c'est important d'avoir son billet retour.
Et voilà, après, je vous dis juste kiffez, faut respecter les règles, faites pas trop de bêtises. Les Uber ne sont pas chers. Les vélos ne sont pas chers, je vous conseille de prendre, vous pouvez prendre des vélos. Voilà, amusez-vous, kiffez, prenez un max de photos, un max de vidéos, faites des vlogs, parce que moi j'ai vraiment envie que les gens ils découvrent Taïwan comme moi j'ai découvert, parce que c'est un pays incroyable, avec des gens, les gens c'est des pépites, ils sont tellement gentils, les gens ils sont un amour, c'est-à-dire qu'ils parlent même pas ta langue, mais si t'as un problème, ils seront toujours là pour t'aider, pour te guider, pour maintenant. Vraiment, je vous jure, l'amour que j'ai pour Taïwan là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'espère que j'y retournerai très bientôt. Et franchement, je vous encourage à y aller. Même en voyage, même si c'est juste une semaine, même pas. Les gens, ils connaissent pas Taïwan. Les gens ne savent pas. Et franchement, moi, ça a été une surprise incroyable. Et vraiment, je pousse les gens à aller là-bas, en fait. Puis, je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour vous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'infos ou quoi. Je pense que grosso modo, j'ai fait le tour des points les plus importants. Désolée si c'est un peu brouillon. Puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Bisous!